Merci de m'accueillir dans ce très très bel espace. Vous êtes dans une vraiment très belle école qui donne envie de relever les manches et d'aller travailler. Je vais vous présenter tout mon travail. Je suis un handicapé numérique, hein, ça c'est pour vous mettre à l'aise. C'est-à-dire que j'ai bien eu mon premier Mac en 84, mais j'ai toujours eu l'avantage, ou je ne sais pas, toujours des gens autour de moi qui m'ont toujours dit « Tiens, pousse-toi, tu me fais de la peine ». Et puis, j'ai rayé le problème. Ce qui veut dire par là que je travaille avec un crayon, des règles, des crayons de couleur, la gomme, qui est quand même un outil très performant, qui est un pomme Z qui est sélectif. Et c'est ce en quoi mon parcours, mon travail peut vous intéresser. Quand on me demande quel métier je fais, je suis toujours un peu dans l'embarras parce que je suis libraire, je suis éditeur, je suis maquettiste. Maquettiste, je tiens à ce terme-là, c'est-à-dire je fais des maquettes de presse, c'est vraiment mon premier boulot. J'ai fait les beaux-arts normalement, les trucs académiques, le dessin, et je suis un architecte raté, parce que je suis allé aux Beaux-Arts à Rouen au début des années 60, parce qu'à cette époque-là, quand on disait à ses parents qu'on voulait faire les Beaux-Arts, ça faisait pas très sérieux. En revanche, si on parlait un peu d'architecture, ça faisait un peu plus sérieux. Et je pense que j'ai dû me tromper d'atelier un matin et que je me suis trouvé plus intéressé par les empattements des alphabets que par les problèmes de porte-à-faux de l'architecture. Voilà, donc je vais vous présenter un certain nombre de travaux. Ça, c'est une petite vidéo qui est une boucle Charby, comme elle s'appelle. C'est simplement pour vous montrer les aspects pratiques, hein. C'est un truc qui fonctionne en 25 images secondes, c'est de la télévision, contrairement au cinéma qui est 24. 25 c'est 5 x 5 et c'est que des images cut de 5 images et vous avez un éclair toutes les 25 images, les 5 x 5 et ça c'est pour montrer un petit peu toute la trame. Donc je suis très obsédé quand même par les trames, les architectures, les tracés régulateurs. Et on verra plus tard, mais quand on fait dans cette branche-là, ce métier dans la télé, etc., le pire ennemi, c'est l'usure, hein, parce que c'est des trucs qui sortent en permanence. Et là, c'est identifiable immédiatement. Il y a des millions de combinaisons possibles et c'est absolument impossible à mémoriser. Donc Futuropolis, c'est ma première expérience. J'ai fait aussi une école après les Beaux-Arts, j'ai fait une école en Suisse. C'est l'époque où tous les grands Suisses, Widmer, Peter Knapp, venaient envahir le marché français. Moi, j'ai voulu faire la démarche inverse, c'est-à-dire d'aller en Suisse. Je suis allé chercher une sorte de rigueur et d'austérité que je trouvais nécessaire dans mon travail. Et quand je suis rentré de Suisse, j'ai travaillé dans la presse, chez Philippe Aki, où j'ai fait beaucoup de numéros 0 de presse. Alors ça va de Mademoiselle H-Tendre à 20 ans, qui sont des magazines féminins, à lui, où j'ai redessiné la maquette de Jazz Mag, voilà. Et puis, je gagnais pas mal d'argent. En revanche, ça ne m'amusait pas du tout. Et avec Florence Sestac, la mère de mon fils, on a dit on n'a pas envie de s'emmerder dans des grosses structures et on a voulu ouvrir une librairie. Cette librairie s'est appelée Futuropolis. Donc ça, c'est le premier logo de Futuropolis. Alors vous voyez, c'est fait avec du calque, de l'encre de Chine. Et Futuropolis, c'était la seule première librairie de bande dessinée au monde. C'est-à-dire une librairie, c'est un endroit formidable, c'est un endroit public, c'est-à-dire il suffit de pousser la porte ou la tirer et on est dans un endroit, c'est gratuit l'entrée, et là vous avez
des tas de choses à voir. Et nous, ce qui nous faisait plaisir, c'est de proposer des choses. Et on a proposé tout ce qu'on pouvait imaginer en dessin, enfin on appelait ça, oui, de la bande dessinée, mais aussi bien californienne, où il y avait Crumb et tous ces Moscoso, Shelton et tout ça, et aussi bien la côte, en côte ouest, aussi bien que dans la côte est, qui étaient les comics CS, hein, comics X en Californie, CS à New York, et là c'est les super-héros. Alors je suis pas lecteur de bande dessinée d'ailleurs, et je suis toujours pas, mais ce qui nous intéressait, ou ce qui m'intéressait tout particulièrement, c'était le dessin, la façon dont c'était dessiné, ancré. Alors c'est pas le super-héros qui m'intéressait, mais c'était le numéro 23 qui avait été ancré par Buscema, le 29 par Frazetta, le 30, mais le héros on s'en foutait un petit peu. Et on vendait tout ça dans cette librairie qui était dans le 15e arrondissement. Grâce à cette librairie, on a pu rencontrer un certain nombre de gens et participer à toutes les aventures éditoriales de l'époque. Donc ça a été un journal que vous n'avez pas connu qui s'appelait L'Écho des Savanes et qu'on agrafait avec une agrafeuse à pied, qu'on vendait sans facture et sans TVA dans les kiosques. Et très vite, Métal Hurlant avec Jean-Pierre Dionnet et deux dessinateurs qui s'appelaient Moebius et Druillet. Donc ça, c'est un journal donc de bande dessinée, plutôt science-fiction. Et donc ça, j'ai aidé Jean-Pierre Dionnet à réaliser ce journal. Je savais comment on imprimait un journal. Ça se faisait avec un banc de reproduction, hein, dans un labo en noir avec des manivelles. Et on mettait le dessin en bas. Il y avait un gros caillou au milieu. Et on clichait, et on faisait des typons à la grandeur qu'on voulait. J'avais donc un banc de repro à l'arrière de la librairie. Et c'est dans cette arrière-boutique que je faisais toute la photogravure. Ça s'appelait comme ça. En fait, c'était les typons que l'on touchait et que l'on remettait en page. Et puis qu'on livrait tant bien que mal chez l'imprimeur pour que les journaux sortent. Très vite, il y a eu une envie d'une autre maison d'édition qui s'appelait Casterman de faire un magazine de bande dessinée, toujours pareil, mais là de façon beaucoup plus sérieuse, où l'éditeur payait des droits aux dessinateurs, ce qui n'était pas le cas de Métal Hurlant. Et puis c'était dans une structure quand même un peu plus professionnelle. Et j'y ai amené des potes qui étaient des potes que j'éditais à Futuropolis, qui était Tardi ou Pratt, qui était un dessinateur italien dont j'avais fait le premier bouquin tant bien que mal. Et j'ai présenté ces gens-là à suivre et à Casterman. Et je les ai convaincus de faire un magazine en noir et blanc. Ce qui était une chose importante, c'était le noir et blanc, c'est-à-dire de pouvoir nous échapper. Et ça, c'était un truc que l'on développait à la librairie. Dans notre librairie, il y avait marqué les Tintins, Astérix, tout ça. Vous avez ça sur le supermarché. Nous, on vend de la bande dessinée adulte. Alors, adulte, pas uniquement des trucs de cul, mais adulte mature, c'est-à-dire une bande dessinée pour grandes personnes et pas pour les enfants. Enfin, on détestait les enfants, bien entendu, et que la bande dessinée était quelque chose de suffisamment noble. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé une collection qui s'appelle 30-40, très grande, qui fait 30 cm sur 40. Donc tout ça a été fait à la main dans toute la photogravure, le montage et tout ça. En grand, pour que ça n'aille pas dans les bacs des librairies ou des supermarchés qui vendaient de la bande dessinée. Donc il y avait Tardy, qui était un pote que j'avais connu aux Beaux-Arts. Lui voulait effectivement raconter une histoire qui était la véritable histoire du soldat inconnu et qui est une histoire de anti-héros où le héros est un illustre inconnu. La preuve, c'est qu'il a fini sous l'Arc de Triomphe, que personne ne le connaît, puis c'était un mec comme vous et moi, tout à fait ordinaire. En noir et blanc, et 30-40, cette collection permettait de présenter les planches, les dessins à la grandeur nature.
Et grâce à Tardy et grâce à ce bouquin, ce livre a été un énorme succès et a lancé Futuropolis et Tardy et tout ça. Tout ça, c'est pour replacer ça dans le contexte de l'époque. Cette librairie était un endroit unique et qui est extrêmement visité par des curieux d'images. Et je rencontre un jour Fellini avec Mastroianni qui venaient regarder les bouquins ou les vieux albums de bande dessinée. Il y avait Alain Resnais, il y avait Romer, enfin il y avait beaucoup de gens de cinéma, Bob Swem, qui étaient des amateurs de Dick Tracy, et un mec aussi, un jour, qui me dit « J'aimerais bien que vous me fassiez mon générique de mon film. » Oh, j'ai jamais fait, mais il me dit « Mais c'est précisément pour ça, comme vous ne l'avez jamais fait, que vous m'intéressez. » C'était Chris Marker. Et je me suis retrouvé le lendemain dans une régie. Je ne savais pas ce que c'était qu'une régie. Et il y avait Samprun, Montand, Signoret et Maspero. Et on était autour d'une table. Et puis, c'est ma première expérience où j'ai fait tout simplement, ça s'appelait Le fond de l'air est rouge. Et j'ai simplement fait avec un alphabet qui s'appelle le Futura, des lettres rouges sur fond noir. Et je me suis amusé à mettre le rond rouge entièrement rouge. Et puis, ça a été ma première expérience. Et il y en a un autre qui s'appelait Pierre Lescure, pareil, qui m'a dit en 81, alors 81, pour vous resituer dans le temps, Mitterrand est élu président de la République. L'ancienne ORTF disparue, et c'est un grand monsieur de la télé qui s'appelle Pierre Desgros qui prend la direction de la chaîne numéro 2 qui s'appelait Antenne 2 et qui nomme Lescure responsable, qui venait de la radio, responsable de la case variété et divertissement. Et Lescure a l'idée de faire une émission qui va s'appeler Les Enfants du Rock. Donc c'est en 82, la même chose. J'ai jamais fait ça, mais ce qui l'intéresse, c'est que je chapitre comme mes bouquins. Il veut que son émission soit un petit peu structurée de la même façon. Donc je me retrouve rue Cognac-G, à l'époque c'était rue Cognac-G, et avec des bromures. Alors je faisais ça toujours sur mon banc de repos avec des lettres que je récupérais à gauche, à droite. Là, On-Off, c'est ma société de production où très vite je m'aperçois que si pour entrer dans toute cette grosse machine-là, il faut une structure ou un outil de facturation, tout simplement. Et donc, c'est une société de production que je monte d'ailleurs avec les voyous du début, après Les Enfants du Rock, qui sont Decaune, Farrugia, enfin tous les drogués du début de Canal+. Très vite arrive l'aventure Canal+, donc elle se décide en 83 ou 84. 83 pour 84, là on fête les 40 ans. Et là c'est pareil, je cherche, je sais pas trop, et c'est avec la difficulté qu'il y a à la télévision de faire des lettres à peu près propres. On est en 84, donc il y a encore des pixels. On est en 625 lignes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la pixelisation qu'on a aujourd'hui, mais 625 lignes sur un écran avec les bords ronds. Il y a une difficulté d'avoir des alphabets ou un lettrage un peu net. Et c'est le Futura de Paul Rainer qui me donne cette satisfaction-là, à la seule condition de l'utiliser en italique, de façon à ce qu'il n'y ait pas des lettres extrêmement nettes et des C, des O et des Q qui sont un peu en escalier. Donc l'intérêt, c'est de mettre tout un peu pourri et de mettre tout en italique, mais il va falloir redéfinir l'inclinaison en question de façon à ce que mes petits escaliers de pixels puissent se chevaucher de façon relativement nette. Ça, c'est le premier tracé du premier générique de Canal+, qui évoque avec cette spirale la diffusion. La particularité de Canal+, c'est la 4e chaîne couleur.
Et elle diffusait 24 heures sur 24. Et cette ellipse qui tournait évoquait un petit peu le temps qui tourne. Et on faisait ce que les gens appelaient de l'escroquerie, c'est-à-dire on diffusait 4, 5, 7 fois le même film à différentes heures de la journée. Et il fallait effectivement se repérer. Alors ça, c'est Canal+, au début, ça ne marche pas, hein. La première année, c'est la cata. Je crois qu'il y a 150 000 abonnés et le point mort se situe autour de 700. Ce qui est important, c'est qu'on n'est pas payé. On n'est pas payé parce que c'est un projet vachement bien, puisqu'on ne fait pas ça pour l'argent. Et l'Escure dit faut payer quand même les techniciens, les secrétaires. Donc on va vous payer en actions. Alors aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais on a été payé 2 balles, une action Canal à 2 balles. Donc si on était payé 500 balles ou 1000 balles, on avait 500 actions, ce qui nous faisait une belle jambe à l'époque. Et très vite, à la fin de la première année, tous les rats quittent le navire. Alors les rats, c'est Poivre d'Arvor, Isabelle et tous ces gens-là qui vont aller faire la 5e chaîne. Canal+, c'était la 4e, vont aller faire la 5e avec Berlusconi, une sorte de brigand Trump à l'italienne. Donc là, il y a un grand désert. Pour la petite histoire, c'est Coluche qui sauve Canal+, qui faisait un scandale avec beaucoup d'audience sur Europe 1 et qui va venir à Canal+, faire Canal Info FOUX. Donc il était déguisé en travelot, il faisait des conneries plus que jamais. Et c'est Coluche qui a vraiment sauvé le coup de Canal, hein. Et puis l'année d'après, 86, il y a Jean Drucker, le frère de l'autre, avec Karmitz, qui fait des projections dans les salles, là, qui lance la 6e chaîne de télévision. Et qui me demande on aimerait bien que tu nous fasses. Je dis oui, mais moi je travaille à Canal+. Je ne peux quand même pas aller travailler pour la concurrence. Je dis il faut que je demande à l'Escure ce qui. Et Pierre me dit fonce. De toute façon, on ne peut pas se payer, donc tu ne vas pas crever la dalle. De toute façon, c'est un robinet de clips. Au début, il n'y avait que des clips. Et dans 6 mois, on n'en parle plus. Donc, si tu peux prendre un peu de thunes, fonce. Et M6 existe toujours et a toujours le même logo. Donc, vous voyez, à chaque fois, je dessine ça avec ce qu'on appelle des tracés régulateurs. Donc, c'est le format 4 tiers, 4 par 3, la diagonale 5. Théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des 2 carrés. Et à partir de là, je dessine mes structures d'écran et tout ça. Ça, c'est la 2e version du logo de Canal qui n'a plus d'ellipse. Et à côté de mes pubs sur les bords de stade, j'ai des énormes logos de RTL, d'Europe 1 et tout ça. Et à cause de la hauteur de mon ellipse, mes lettres Canal, elles apparaissent toutes petites. Donc je me fais ce truc-là qui s'appelle en 87 le logo bord de stade. Parce que là, ça coûtait quand même une fortune de venir mettre ces panneaux le long de la pelouse. Donc j'avais fait un logo un peu tordu, comme ça, bord de stade, et qui deviendra par la suite le logo le plus officiel. Pour les amateurs d'effets d'optique et tout ça, le plus est particulier. Vous voyez, il n'a pas les 4 bras de la même longueur. La barre du dessous est beaucoup plus haute, de façon à ce qu'il ait un petit peu d'assise. C'est une complexité de correction d'optique, mais enfin ça, c'est chacun ses petits plaisirs masturbatoires. Et moi, c'est dans les corrections optiques que je trouve un certain épanouissement. Handicap Zéro, c'est un dossier dont je m'occupe toujours, qui est une association qui s'occupe des aveugles, bien sûr, et des très malvoyants, vraiment des bigleux qui ont à peine 1%. Et sinon, ils lisent un truc normal avec une caméra verticale, et sur leur écran, le plateau sur lequel est le bouquin se déplace et ils peuvent suivre. Sur l'écran, les lettres, elles sont grosses comme ça. Ça fait vraiment des trucs énormes.
Je pense que c'est aussi un plaisir pervers dans l'approche visuelle qu'on a de notre boulot, et c'est d'aller voir un petit peu cet univers très obscur qui est celui des aveugles et surtout des très malvoyants. Et voilà, donc c'est un dossier dont je m'occupe toujours. Puis après la CID, il y a eu la 7 avec Jérôme Clément, et je suis allé jusqu'au logo de Arte. Donc ça, c'était 86, 87, je ne me souviens plus très bien, voilà. De Noël, alors Futuropolis toujours continue. Avec Futuropolis, on a une très belle aventure, toujours avec Tardy, qui est de mettre en image Voyage au bout de la nuit de Céline. Texte très controversé, comme son auteur d'ailleurs, mais qui est d'une écriture admirable et qui est une sorte de fascination et d'obsession d'arlésienne de Tardy de vouloir mettre en image Voyage au bout de la nuit. Donc je vais voir Antoine Gallimard pour lui exposer notre projet, et il me dit pas possible, Gallimard ne cède pas de droit, impossible. Donc je reviens à l'attaque une fois, deux fois, trois fois. On va voir Lucette Détouche, qui est la veuve de Céline, à Meudon, qui ne voit pas le rapport entre Astérix et Louis-Ferdinand Céline. Mais malgré tout, Tardy fait des dessins, lui montre, et elle trouve ça, elle dit c'est l'univers de Louis, ça c'est formidable. Je dis oui, mais Antoine il veut pas me céder les droits et c'est impossible, etc. Je commence à avoir des difficultés. J'ai 29 salariés, je suis aussi un petit peu entrepreneur. J'ai 29 salariés à Futuropolis. J'ai aucune formation de gestionnaire et il y a quand même quelques difficultés. Et ça devient un peu difficile. Autre chose de la vie, le Futuropolis que je crée avec Florence Sestac, qui est une dessinatrice de bande dessinée. On a le temps de faire un petit qui s'appelle Jules, mais on se sépare parce que c'est les choses de la vie. Donc Futuropolis devient un peu orphelin de sa mère, quelque part. C'est pas perdu pour tout le monde, puisque Antoine vient toquer à la porte de Florence en lui disant si vous voulez, je vous rachète vos parts. Donc Florence vend à Antoine Gallimard 50% de Futuropolis. Après, l'histoire, c'est toujours la même. En 4-5 ans, il m'a bouffé le cul. Il m'a mis des directeurs commerciaux, des HEC dans les pattes. Et voilà, donc Futuropolis va durer jusqu'en 94. Et en échange de quoi, Antoine me dit on va éditer ensemble Futuropolis Gallimard. On crée un label. On va éditer Voyage au bout de la nuit. Et c'est un succès. C'est un succès. On vend 280 000 bouquins, qui est un paveton, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, un paveton comme ça, qui est une mise en image de Voyage au bout de la nuit. Et pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire on a récupéré et on s'est approprié un texte pour en faire une autre œuvre. Et pour moi, ça, c'est important. Puis grâce à le jour où les comptes en banque sont florissants, je dis à Antoine, j'en ai marre, j'arrête. Puis moi, j'ai d'autres occupations annexes. Donc voilà. Alors chez Gallimard, je crée la collection noire en parallèle à la collection blanche. Cette couverture avec des filets rouges et noirs, sauf que je la fais en noir pour des livres de polar. Et je fais toute l'identité de Noël, qui est une filiale aussi de Gallimard. Gallimard va redémarrer Futuropolis en 2005. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et c'est un peu conflictuel maintenant. Voilà. PSG, c'est Canal+ s'occupe des mecs en short qui courent après le ballon. Et donc pareil, faut faire le logo du PSG. Alors, normalement, voilà, donc j'ai vous voyez mes petits bouts de scotch, mon crayon. Ça c'est important, le crayon, la planche et tout ça. L'écran, c'est bien. L'idée, la conception et tout ça, ça se fait, c'est vachement plus rapide avec un crayon et un bout de papier. Puis ça va vachement plus vite
que d'être devant son écran éteint et de se dire qu'est-ce que je vais faire. Donc pareil, le PSG, je leur fais leur logo, qui n'est plus celui d'aujourd'hui, mais ils parlent de le récupérer, celui-là. Voilà. Donc ça, c'est à Canal+, ça n'existe plus, ça s'appelait Les Guignols. C'était des marionnettes où ils se foutaient de la gueule un peu de tout le monde. Sans transition télé. Ce qui passionnait dans cette chose-là, c'est que j'étais directeur artistique général, c'est-à-dire que je n'avais personne au-dessus de moi. Enfin, je n'ai jamais présenté à un chef en disant tiens, voilà ce qu'on va faire. Et qu'il était 4 heures de l'après-midi, il fallait que le truc soit à l'antenne le soir à 7 heures, et il fallait faire bouger la petite équipe pour que ça aille très vite. Et ça, c'est un truc formidable, et c'est d'un confort formidable, c'est que on est décideur soi-même de ce qu'on doit faire, et on en a même la responsabilité, et on en a même le budget. Parce que tout ce qui est touché et les génériques et l'habillage, la tenue des hôtesses jusqu'au présentateur, jusqu'au décor, tout ça c'était une unité autour de codes couleurs. Donc on en revient toujours à la base, c'est-à-dire à des codes couleurs, en l'occurrence du noir et blanc plus 1 ou 2 couleurs. Les couleurs de Canal+, le truc que j'ai fait clignoter tout à l'heure, c'est 8 couleurs. 8 couleurs, donc 8 x 8, 64, ça fait 64 accords, et multiplié par puissance 2, puissance 3, puissance 4, ce qui fait des millions d'harmonies ou d'accords différents, qui font que c'est toujours identifiable, mais jamais mémorisable. Voilà. Donc c'est toujours des lettres en blanc sur fond noir. Ce ne sont que des lettres qui viennent de mes tiroirs, c'est-à-dire c'est des catalogues de peintres en lettres. Hein. Donc on ne va pas chercher des typos comme ça sur le net, où à l'époque il n'y a pas de net. Hein. Donc c'est des lettres qui sont découpées, photocopiées et posées sur une caméra verticale et traitées sur palettes graphiques. Et les lettres sont toutes collées à la main. Ça, c'est un truc auquel je tenais, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de taper sur le clavier la collection et ça s'inscrit comme ça. Les lettres sont disponibles, on va les chercher. J'ai amené une perversité à les agrandir à 101% et d'autres à 99%, de façon à ce qu'elles soient de toutes les tailles, qu'on soit obligé d'aller les chercher. Sur le côté, elles sont toutes de traviole, de façon à ce qu'on les redresse, et c'est l'œil et la main qui va les redresser pour former des mots. Alors, comme on le disait tout à l'heure, pour dire qu'il y a un match de foot, il suffit d'écrire foot, F2OT. Si c'est un championnat de Ligue 1, on écrit Ligue 1 et ça gagne beaucoup de temps et c'est beaucoup plus efficace et surtout ça ne coûte rien. Pour vous donner une idée, je n'ai pas fait que des choses bien, j'ai fait avec Mathias Ledoux qui était mon complice de on-off, le générique de Champs-Élysées pour l'autre frère Drucker là. Il y avait des danseurs sur les champs, il y avait une Louma, on a bloqué les champs pour mettre de l'eau avec des arroseuses municipales pour que ça brille et ainsi de suite.
Et le budget de ce générique qui dure des plombes, ça dure 4 minutes, alors que les jingles Canal+, ça dure 7 secondes. Hein. Le coût de ce générique Champs-Élysées avait coûté 3,5 millions, qui était le même budget que pour M6 pour faire plus de 150 éléments génériques. Hein. C'est pour vous donner les marges de manœuvre et les coûts de ces choses-là qui sont parfois aberrantes. Ça, c'est un bouquin que j'ai fait sur tout le travail de Canal+, où encore une fois, à partir de codes de carrés rectangulaires ou autres, et après ça a évolué bien sûr. Et ça sur 11 pays, parce que Canal+ avait 11 pays, jusque les pays du Maghreb. Donc tout ça, il faut remettre en place des équipes de maquettistes, de truquistes, de petits directeurs artistiques, et aussi dans des budgets absolument folkloriques. Entre le budget de la direction artistique à gérer de Suède et celle de Pologne, par exemple, il y avait un écart de 1 à 10. Donc c'était aussi dans ma fonction et j'ai aussi beaucoup appris avec ça, c'est justement de gérer toutes ces histoires de budget et ainsi de suite. CNC, c'est le Centre national du cinéma, donc pareil, j'ai été 26 ans directeur artistique. Ah bah non, puisque j'y suis toujours, pardon, depuis 96. Là, c'est pareil, et qu'on est en train de refaire d'ailleurs un visuel plein écran. Et c'est la chose qui est mise sur les films, sur tous les génériques. Et le CNC, c'est une grosse machine, hein, il y a 650 salariés. Et c'est toute l'aide au cinéma, mais c'est aussi toute la promotion des films documentaires et autres. Il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de... Donc ça, je m'occupe de tout ça. Voilà. Ça, c'est mon plus beau travail. C'est ce truc dont je suis le plus fier. C'est le DIN 476 A4, hein, DIN Deutsche Industrial Normen, c'est de 1923. Pendant qu'en France, dans beaucoup de pays, on végète avec un format de 7/9 qui est le 21-27. Alors, vous n'avez pas connu ça, mais dans le temps, les feuilles de papier, elles faisaient 21-27. Et les Allemands, depuis très très longtemps, avaient opté pour ce format-là. 476 parce que c'est son numéro, A4. Et DIN 476 A0, c'est une feuille qui fait 1 mètre carré. Et vous savez, sur les ramettes, quand vous avez écrit 80 grammes, 90 grammes, c'est le poids d'une feuille DIN 476 A0. Et le travail que j'ai fait sur ce format, qui est qu'on appelle vulgairement A4, il a la particularité d'être, quand on le plie en deux, de devenir A5. Quand on le redéplie en deux, c'est A3 et ainsi de suite. Et en fait, c'est la diagonale du carré qui est portée. Vous voyez la diagonale du carré qui est portée et donc qui fait, si vous vous en souvenez, la racine carrée de 2, c'est 1,414. Donc le rapport entre 210 et 297, c'est 1,414. Mais vous savez, quand vous mettez en page, alors que c'est aussi valable sur A4 que sur A3, on fait une marge, alors on fait une marge de 10 ou de 15 ou de 12, oh ben non, en gros n'importe quoi. Et la façon dont j'ai pu décomposer cette grille, c'est qu'elle est composée de, alors je ne sais pas si vous pouvez le lire, mais de carrés ou de faux carrés qui font 17, 17, 18, 17, 18, 17, et j'arrive à 210, 17 et 18, 35 multiplié par 6, 210. Et quand je me la prends de l'autre côté, du haut jusqu'en bas, avec un numéro impair, j'arrive à 297. Puis on se la refait dans l'autre sens en remontant, 297. Ce qui veut dire que quand je m'adresse à ma surface de travail, alors que ce soit une affiche ou une feuille de papier ou un catalogue, je ne vais plus du tout raisonner en millimètres ou en taille, mais en proportion. Donc là, c'est facile, 105, 105, on divise par 2. Mais si vous faites 17 et 18, 35, et on s'aperçoit que 35, c'est le 6e de 210. 35 et 18, 52, pareil, ça c'est le quart de 210. À plus 18, 70, 70 c'est le tiers. Ça veut dire que quand je vais venir à
poser mon fer ou aligner ma ligne forte dans cet espace-là. Ça va pu être une cote, comme hélas on était souvent exposé à le faire. On va parler en pourcentage et on va retrouver très vite tous ces grands rapports harmonieux qui sont moite-moite quand on ne veut pas se mouiller, mais un tiers, deux tiers, 3/5, 2/5 et ainsi de suite, et des proportions qui sont beaucoup plus faciles à travailler. Et donc ça, c'est un travail sur lequel j'ai travaillé genre 25 ou 30 ans, que j'ai repris, abandonné, découragé, que j'ai recommencé, et pour arriver à cette chose-là. Pour Canal+, même chose, il a fallu, alors ça pareil, c'est un truc qui coûte très cher, hein, c'est les alphabets. Alors je ne dis pas typographie, parce que la typographie, c'est une technique d'impression. Alors je sais bien que dans le langage courant, on parle des typos, de la typo, mais la typo, c'est une technique d'impression. Et pour cause, c'est que le propriétaire et puis c'est une technique de plomb, hein, que vous connaissez, que vous avez certainement étudié. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui détient les droits d'une fonte de typo, précisément, c'est celui qui détient les moules. Alors, je suis très jatouilleux sur les expressions techniques et de langage. Donc, moi, je parle plutôt d'alphabet, ou même les alphabets que j'ai redessinés ou les alphabets que j'ai revectorisés, comme le Futura de Renner que j'ai entièrement redessiné, je vous ai dit tout à l'heure, avec une inclinaison particulière pour répondre à mes premiers problèmes d'escalier. Il y avait le Minitel aussi, ça que vous n'avez pas connu et qu'on a oublié, qui était aussi très escalier. Même pour refaire ça, c'est une grosse machine. Pour le Futura, par exemple, dans toutes les Grèces, Romain, Ital et dans 3 Grèces, c'est 2 ans et demi de boulot. Et ça, c'est pas des trucs qu'on fait tout seul sur photographeur dans son coin. C'est des gros studios allemands en l'occurrence, qui ont fait ça et que j'ai partagé avec Volkswagen. C'est-à-dire, on s'est mis le dossier à deux. Et ça a coûté, quand on l'a refait il y a encore pas longtemps, 7 millions d'euros. Hein. C'est-à-dire que ça coûte une blinde. Ça, j'insiste aussi, c'est mon côté vieux con et vieux prof, de ne pas aller chercher des trucs à gratos, à gauche, à droite, parce que ça rend des services, au même titre que d'aller chercher des images et puis de les traficoter un peu, puis on se dit personne n'y verra rien. Puis surtout, le plaisir est pas le même que d'aller s'amuser à dessiner des lettres. Là, c'est des alphabets un peu particuliers techniques parce qu'en télévision, vous avez ce qu'on appelle des barres de synthé, c'est-à-dire c'est des couloirs prédéterminés dans lesquels on va pouvoir faire véhiculer et inscrire un certain nombre d'informations, ce qui explique pourquoi cet alphabet-là n'a pas de descendante, justement pour ne pas gêner les couloirs de synthé. Là-dessus, c'était des machines un peu complexes et surtout ça l'était à Canal+, parce que tout ce qui apparaît sur l'écran, c'est pas envoyé du siège vers le client téléspectateur, c'est le petit boîtier en dessous du poste de télé plein de poussière, qui est le décodeur, qui va décoder tous les signaux pour les rendre lisibles à l'écran. Et ça dans toutes les langues. Et c'est pour ça que c'est assez complexe. Et voilà, donc ça c'était l'alphabet pour le sport. C'est-à-dire chaque fois que vous aviez écrit quelque chose avec cet alphabet-là, ça concernait bien sûr le sport. Il y en avait un autre pour le cinéma et autres. Guédelon, ça c'est un autre dossier comme Handicap Zéro que je suis toujours. C'est un château en Bourgogne, ex nihilo, qui se fait. C'est un chantier où tout est fait à partir de rien. Les gens, il y a des tailleurs de pierre, il y a toute une activité pour construire ce château. Et là, ça fait 27 ans que ça existe et c'est des dossiers que je suis toujours. Vertical, c'est une maison d'édition qui est maintenant chez Gallimard. Le logo et les couvertures de bouquins sont toujours les mêmes, mais c'est un logo qui vient en cavalier sur le dos et qui est tout de suite identifiable dans les rayonnages parce qu'on tombe toujours sur une petite lettre avec une verticale.
Alors voilà, encore mon microbar. iTélé, c'est ce qui est devenu CNews, bravo. Hein. Qui m'agace un peu parce que l'alphabet qu'on voit circuler derrière l'autre con, là, c'est mon Futura, mais enfin bon. iTélé, j'ai beaucoup appris là-dessus, puisque c'est une chaîne d'information en continu. Et il y a un flash d'infos tous les 7 minutes, toutes les heures, 24 heures par jour, 7 jours par 7. Et là, ça nécessite un appareillage d'identification très particulier. Et il n'y a jamais 2 fois le même générique à l'antenne. Donc, on voit suffisamment d'éléments pour dire, bah oui, on est sur iTélé. Mais même au niveau des musiques, au niveau des rythmes, les rythmes sont toujours les mêmes, montés sur cette architecture de 5 images, 5 fois 5 images. Et en régie, quand on travaille entre nous, on compte ça en hippopotame. Un hippopotame, un hippopotame, un hippopotame, tout ça c'est une seconde. Un ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, c'est 5 fois 5 secondes. Et toutes les musiques ou les arrangements musicaux sont interchangeables puisque toute la trame et toute la construction et toute l'animation est faite sur la même trame. L'équipe, ça c'est un journal sportif d'information générale où il a fallu faire. C'est un quotidien, il y a une chaîne de télé et il y a un certain nombre de supports. Et ce qu'on a fait là et ce que j'ai mis sur pied, c'est-à-dire c'est plus l'équipe, le journal qui est décliné, mais on va créer ce qu'on appelle une marque unique. Et la marque unique, ça devient l'équipe. Et c'est cette marque qui est déclinée en quotidien, en télé, en magazine et en site. Vous voyez la différence. Et c'est ce que j'ai refait là uniquement au niveau du conseil, mais c'est quand même là-dessus que ça s'est basé et là-dessus que j'ai travaillé. Donc ça, c'est un travail qui est relativement récent, parce que j'ai fait ça il y a 5-6 ans. Je suis personnellement contre les appels d'offres. Alors je sais que c'est une pratique qui se fait. Et là, c'est le mec qui a mis le RSA, qui était l'ancien président de Emmaüs. Le nom m'échappe. Pareil, il me demande de lui faire son logo, mais j'ai dit, tu sais, je réponds pas aux appels d'offres. Et en plus, il était en l'occurrence dans le gouvernement de Sarkozy, puis j'ai dit en plus t'es chez Sarkozy, non, va te faire foutre. Et il me dit ouais, mais il y a des mecs qui crèvent la dalle, blablabla. Rappelle-moi demain matin, m'empêcher de dormir. Puis j'ai dit je vais te le faire, mais pas d'appel d'offres. Et c'est plafonné quand c'est comme ça à 5000 balles. Donc je lui ai fait son logo du RSA pour 4999. Ça, je suis attaché aussi à ce genre de relation avec le marché et les relations même de notre travail par rapport à l'argent, qui est aussi un truc important. Théâtre Marigny, alors ça c'est pareil, c'est un théâtre qui est en bas des champs. La particularité est qu'il y a dans chaque mot, alors je mélange, vous voyez, des bas de casse et des capes. Je fais partie de ces gens qui ne mettent pas d'accent sur les capes, mais enfin, c'est pareil, il faudrait en redébattre. Et surtout dans Théâtre Marigny, dans tous les intitulés, il y a une grande cape qui vient se balader un petit peu partout, encore une fois, pour identifier. Ça, c'est un magazine de jeunes, pareil. Donc là, j'ai refait un alphabet qui est un DIN, mais que j'ai un peu tronqué. Vous voyez, les descendantes, le P, il a le B, il a une petite tige. Et ça, j'aime bien jouer avec toutes ces irrégularités pour apporter une espèce de lisibilité parfois limite. Voilà. Donc ça, après ça, il y a le logo, c'est une chose, mais enfin, il y a toute l'architecture du magazine, la remise en page, etc., etc. Là, c'est un autre travail. Alors ça, c'est aussi intéressant et c'est dans nos recettes. C'est un travail sur le logo de Jean Villemer pour le Centre Pompidou.
qu'on a refait après avec 5 étages. Mais là, c'était pour montrer, ce panneau-là, c'était pour montrer que ce logo-là était présenté en néga, posi néga, comme on fait vite fait, bien fait, sur un écran. Et vous voyez la différence, la graisse, hein, le blanc dilate, hein, un point blanc sur un fond noir est perçu plus grand qu'un fond noir sur un fond blanc, etc. Donc ça fait partie de mes petits plaisirs, c'est que je les redessine, je leur fais une petite cure d'amincissement, de façon à ce que la perception soit, vous voyez, là, à peu près la même quand il est noir sur blanc que blanc sur noir, alors que là, vous voyez, il est très empâté. Ça, c'est la maison d'édition de Riso avec, alors évidemment, c'est 476, c'est le format 476, bien sûr. Ça, c'est l'alphabet Louis. Louis, il est là, ça, c'est le deuxième. Pareil qu'on fait en Riso, pareil avec des petits éléments qu'il n'y a pas là, qui est juste un petit carré et un petit quart de cercle. Et ça, l'exposition que j'ai faite là au musée des Arts Déco, on a fait ça avec du Lego et des Duplo, et les gamins adoraient se faire leurs alphabets. Ça, c'est mon tout dernier travail, c'est pour une agence d'architecture à Londres. Et ça, vous voyez, c'est un truc qui est perturbant. C'est sur les contreformes, il est écrit Spice. Une fois qu'on sait que c'est Spice, mais on a une difficulté provoquée quand on l'aborde. Là, j'ai un peu triché, j'ai mis des carrés bleus et des carrés noirs, mais quand c'est noir seul, on a beaucoup de difficultés à le lire. En revanche, dès qu'on l'a déchiffré, et c'est pour mettre sur les plans, etc. Alors ça, c'est la couverture du bouquin. Alors j'en ai amené un pour l'école. Donc c'est le cadeau de la maison. C'est ma vie, mon œuvre. Et puis c'est plein d'amusement. Et surtout, il est destiné à mes élèves. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites recettes sur les couleurs, comment on les fait, comment on les triche, comment on les modifie, comment on joue avec nos 3 fondamentaux, comment on jatouille la rétine avec des accords bien particuliers. Donc voilà. J'espère que mes conneries vous ont intéressé. Vous avez peut-être des questions. Oui. Ouais. Moi, j'ai une petite question pour le logo de Pompidou. Je voulais savoir pourquoi vous étiez parti sur le pictogramme du bâtiment, reprendre le bâtiment. Attention, c'est pas moi qui ai fait ce logo, hein. C'est Jean Widmer qui l'a fait en 73. Il y a eu Jean Widmer, il y a eu Pierre Bernard, il y a eu des Rudy Bord, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Là, c'est simplement pour vous montrer l'intervention que j'avais effectuée sur le logo de Jean Widmer pour le rendre diffusable, en l'occurrence en blanc sur un fond noir. Le travail, c'est aussi d'intervenir sur le travail du voisin, c'est des collaborations. Hein. Et là, mon boulot, c'était de rendre toute l'identité visuelle diffusable sur des écrans et de façon animée parfois. Comme vous savez, les choses basiques, vous faites aussi de la vidéo, je suppose, mais on ne fait en télé, il n'y a jamais l'écran noir total est formellement interdit. Hein. Et donc là, pareil, moi, ma façon de dire, c'est pas dire, je mettrai pas de noir, mais c'est de faire mon noir. Et donc, mon étalonnage, il est fait sur un noir particulier, à tel point qu'un film, en l'occurrence diffusé sur Canal+, moi, je l'identifie tout de suite comme étant sur Canal+, uniquement à la qualité de son noir. Alors ça, c'est un truc qu'on ne dit jamais aux réalisateurs. Sinon, les Besson et compagnie vous tordent le cou à la sortie de l'usine. De toute façon, toutes les images doivent être étalonnées. La seule différence, c'est que TF1, par exemple, étalonne sur le rouge, France 2 sur le bleu. Et moi, j'ai étalonné sur un blanc et sur un noir à Canal+, et sur M6, c'est-à-dire sur un écran blanc.
C'est comme les fonds d'écran. Tous mes fonds d'écran d'élèves sont implacablement 151 3 fois. On n'a pas le droit de mettre Brad Pitt sur fin de machin ou la dernière modèle de Kazawaki. Il faut que le fond d'écran soit 151 3 fois, qui est le gris le plus neutre, hein, en RVB. Et par définition, le plus triste, le plus... Mais en l'occurrence, dès que vous lui mettez quelque chose dessus, c'est ce gris qui est tellement triste qui va faire valoir ce que vous allez mettre dessus. Et ça, toutes ces manipulations visuelles, ça, c'est ce qui m'anime moi le plus, c'est l'histoire de la marchande de 4 saisons qui a une toile cirée verte. Elle n'en sait rien. Elle achète une toile cirée verte parce qu'à Rungis, on n'en trouve que du vert. Et en fait, elle ne sert qu'à porter un peu de couleur à ses tomates et puis à ses pommes. En revanche, il y a des pannes sa voisine poissonnière qui lui file sa bâche verte pour mettre sa poiscaille, le turbo, il va avoir une sale gueule. Hein. C'est justement la perception, la façon dont on manipule. Et moi, je n'ai pas peur de dire que je suis un manipulateur, c'est-à-dire de faire croire par certains artifices, et puis c'est avec ça que l'on joue, que ce soit sur une image vidéo ou sur une affiche ou autre, c'est la perception, c'est la façon dont on va le faire valoir, on va le faire percevoir, et ça c'est ce qui est le plus important. J'avais une question aussi par rapport au logo d'émission que vous nous avez présenté. Vous avez évoqué le fait de prendre inspiration dans des catalogues de peintres en lettres. Ouais. Qu'est-ce que c'était exactement Alors, ce sont des bouquins. Enfin, il y en a dans tous les pays du monde, hein, beaucoup aux États-Unis, mais en France, on en a beaucoup, qui sont des bouquins qui sont destinés au départ à des architectes, par exemple, pour leur dire comment on écrit boucherie, charcuterie, parce que c'est aussi un métier. Les peintres en lettres, hélas, il n'en existe plus beaucoup. Mais c'est quelque chose de nécessaire. Moi, j'ai des architectes que j'admire, en commençant par Nouvel, qui est un bon architecte, mais dès qu'il veut écrire 3 mots sur la porte du truc, c'est une vraie catastrophe, parce que c'est pas son truc. Donc ces bouquins-là, ils servaient à rendre disponible et de façon pratique le dessin de lettres pour pouvoir écrire dancing, tabac, et ainsi de suite. Et le gros avantage de ces alphabets-là, c'est qu'ils sont destinés à être copiés. Contrairement à la démarche qui est une tendance aujourd'hui de mes élèves et puis de vous en particulier, comme tout le monde, c'est d'aller chercher ce que vous appelez des typos à gauche, à droite, vaguement, sans en acquitter les droits. Alors c'est pas grave si c'est pour écrire boucherie pour la boucherie du bout de la rue, c'est pas très grave. Puis ce qu'il faut, c'est qu'il ait un beau boucherie au-dessus de sa boutique. Mais dès qu'on va l'utiliser ou le diffuser, ça c'est un truc qui est aussi important. Puis c'est une création au même titre qu'une photo, un alphabet, et ainsi de suite. Et ces bouquins-là, ils sont destinés à être copiés. Et surtout, ils ont une texture, et quand on les recopie, quand on les photographie, quand on les photocopie, on va aller rechercher le mouvement du pinceau. Hein. En fait, il y a 4 ans, il y a une autre personne qui a intervenu pendant le tag, et je pense que vous connaissez, c'est Jérémy Fresson de Graphéine. Oui. Et pendant ce tag-là, il avait fait des interprétations de logos, dont M6. Et je vais vous citer ce qu'il avait dit, et vous me direz ce que vous en pensez. Et peut-être qu'on aura une réponse à sa question, parce qu'il ne sait pas exactement d'où ça vient. Que le rond du 6 et le M en croisé, ça donnait un œil. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça donnait un œil. Voilà. Je lui laisse son interprétation, puis chacun peut interpréter à sa manière. Non, surtout M6, c'est un truc qui est là pour le coup extrêmement rigide et qui est sur le truc justement 4/3 des triangles de Pythagore et qui est très très strict.
qui est troublant parce que le centre du M et le centre du 6 se juxtaposent et se super. On ne sait pas lequel est devant l'autre, mais encore une fois, c'est un jeu plastique. Bah, merci. Bon, bah, merci encore à vous et merci.